Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Manuela Ivano, je suis coach thérapeute en thérapie comportementale, cognitive, émotionnelle, formatrice en soft skills en compétences psychosociales, prévention des risques psychosociaux et de la souffrance au travail. Aujourd'hui, nous allons parler troubles anxieux, puisque c'est ma spécialité, en tout cas le stress, la gestion des émotions, le stress, les troubles anxieux avec la dépendance affective. Et j'aimerais vous parler de l'attaque de panique, du trouble panique avec ou sans agoraphobie. Alors, l'attaque de panique, c'est quelque chose qui est assez foudroyant, ça arrive subrepticement, en tout cas la première attaque de panique arrive parfois suite à une période de stress qui s'est prolongée, des facteurs psychosociaux, et parfois elle arrive de manière impromptue dans la voiture, dans un grand magasin, et là, il y a en fait cette peur effroyable qui va se caractériser par des sensations corporelles qui font très très peur. Alors, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que le cerveau, qui est bien habitué à faire des conditionnements, tout ça, ça a été prouvé scientifiquement avec Pavlov, avec les comportementalistes, c'est que votre cerveau va faire d'emblée une association entre la peur intense que vous avez ressentie, le lieu, l'événement, la situation, mais aussi vos sensations corporelles. Si en plus derrière, vous avez des répétitions d'attaques de panique, là on va voir qu'on tombe dans le trouble anxieux, bah forcément vous allez renforcer ce conditionnement. Et puis ensuite, vous allez développer, et ça c'est typique des TCC, des pensées qui vont accompagner ce trouble anxieux, mais aussi des comportements qui vont être inappropriés, ce qu'on appelle du conditionnement opérant, c'est-à-dire que vous allez éviter des situations et vous allez éviter de plus en plus de situations. Et plus vous évitez ces situations, plus votre cerveau crée et renforce le conditionnement que cet endroit-là est dangereux et cet endroit-là est égal à une crise de panique. Je vous laisse regarder tout de suite la présentation. À très bientôt. Voilà, nous allons commencer cette présentation. Je vais vous parler d'abord du sommaire. Eh bien, je vais d'abord vous décrire ce qu'est une attaque de panique, à quoi on reconnaît l'attaque de panique, ce qu'est un trouble panique, ce qu'est l'agoraphobie. On verra la prévalence et les comorbidités, les traitements allopathiques, c'est-à-dire les médicaments qui sont les plus adaptés dans ce type de trouble, et puis les thérapies, ce qui nous intéresse le plus ici. Alors, l'attaque de panique, c'est quelque chose d'assez effroyable quand on le vit, en tout cas la première fois. On est très surpris, on a l'impression qu'on va faire une crise cardiaque, un infarctus. En tout cas, on fait souvent des allers-retours aux urgences parce qu'on a l'impression qu'on a un problème organique grave, alors que c'est tout simplement le stress, enfin plutôt l'anxiété. Donc, on pourrait définir l'attaque de panique comme une peur effroyable, une terreur intense qui arrive parfois de manière inattendue, impromptue, et qui va prendre vraiment au dépourvu le sujet parce que les symptômes sont vraiment alarmants, comparables à une crise cardiaque, un étouffement. Il y a un sentiment de danger. Vraiment, on a l'impression qu'on va mourir ou perdre le contrôle et qu'il va y avoir une catastrophe qui est imminente, avec un besoin de s'enfuir ou de se protéger. Pour reconnaître une attaque de panique, il faut obligatoirement qu'il y ait 4 symptômes minimum dans les symptômes que je vais vous décrire juste après dans la slide qui va suivre. Alors, une attaque de panique, ce qui est assez amusant, c'est qu'elle est assez impressionnante, mais elle ne dure pas très longtemps. Elle atteint son paroxysme très très rapidement, en 10 minutes, et puis elle redescend aussi rapidement. Par contre, il peut y avoir vraiment des effets secondaires pendant une demi-heure, une heure, jusqu'à 2 heures en fonction des personnes, avec de la fatigue, des tremblements, etc. Alors, voici les symptômes qui sont vraiment caractéristiques de l'attaque de panique. Et il faut qu'il y ait au minimum 4 symptômes pour qu'on puisse parler d'attaque de panique. Et puis, il y aura forcément tout ce qui est diagnostic différentiel, voir si c'est lié à d'autres troubles, ou que ce soit trouble de l'humeur ou autres troubles anxieux, ça je vous en parlerai après. Alors on va retrouver les palpitations, donc c'est la tachycardie, l'accélération du rythme cardiaque, la transpiration, les tremblements, les jambes qui tremblent, ça on en parle très souvent, le souffle court, la sensation d'étouffer, la sensation de suffocation, ça peut aussi être lié à l'hyperventilation qui fait partie de la psychoéducation avec le sujet. La douleur ou la gêne thoracique, c'est pour ça qu'on a souvent l'impression qu'on a un problème cardiaque. Des nausées, des maux de ventre, c'est l'effet je vais souvent aux toilettes, ou bien parce qu'il y a la diarrhée, ou bien il y a l'envie d'uriner.
Le vertige, la sensation d'étourdissement et de faiblesse, la déréalisation qui est assez impressionnante. On a l'impression qu'on vit dans un monde qui n'est pas réel. Et la dépersonnalisation, c'est une sensation de sortie de corps. On peut expérimenter vraiment sur des crises très poussées. La peur de perdre le contrôle ou de devenir fou, avoir littéralement l'impression de perdre l'esprit. La peur de mourir, l'engourdissement, les picotements, les frissons ou les bouffées de chaleur. Alors, l'attaque de panique, effectivement, souvent, avant qu'elle soit diagnostiquée, il peut y avoir eu plusieurs allers-retours chez le médecin, plusieurs allers-retours aux urgences avant qu'on pose un diagnostic d'anxiété, en fait, de troubles anxieux. Donc, on la confond souvent avec la tachycardie, l'infarctus. On pense mourir et a souvent des allers-retours aux urgences. Alors, les origines de l'attaque de panique, elles sont pas forcément claires. Il y a tout un tas de facteurs. D'abord, facteurs biologiques, il peut y avoir une vulnérabilité. Il peut y avoir des facteurs génétiques avec le tempérament. On peut être de tempérament anxieux. On peut avoir eu des parents de tempérament anxieux. Il peut y avoir aussi les facteurs déclencheurs, que ce soit un stress intense, des facteurs psychosociaux, donc que ce soit des divorces, des licenciements, des maladies. Il peut y avoir aussi des fatigues, des malaises, hypoglycémie. Moi, je sais que j'ai une patiente qui a fait sa première attaque de panique dans sa voiture parce qu'elle a eu une petite hypoglycémie et puis elle a eu peur et voilà comment s'est déclenchée l'attaque de panique. Et puis, il y a tout un tas de facteurs qui vont maintenir forcément et entretenir le trouble. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'il y a toujours un avant et un après crise de panique. Pourquoi ? Parce que les sensations sont tellement intenses et perturbantes qu'après, on peut très rapidement tomber dans la peur de la peur, qui est la peur de redéclencher des attaques de panique et donc de tomber dans le trouble panique. Alors, j'aimerais juste ajouter qu'il y a souvent une confusion entre l'angoisse, la peur, l'angoisse, l'anxiété, le stress et les attaques de panique. Les attaques de panique sont des crises d'angoisse aiguë. Mais on entend souvent les gens dire « je suis angoissée ». C'est différent. C'est plus diffus, on peut avoir la boule dans la gorge, mais la crise d'angoisse aiguë, c'est une attaque de panique. Le trouble panique, c'est quand on est tombé dans ce fameux syndrome de la peur de la peur. C'est la survenue répétée d'attaques de panique plusieurs fois par mois, pendant au moins un mois, avec la peur intense et l'anticipation surtout. Il va y avoir des pensées d'anticipation de refaire une attaque de panique. Donc c'est vraiment la peur de la peur. On a peur à l'avance de refaire une attaque de panique. Le sujet va devenir hyper vigilant et hyper sensible d'abord à ses sensations corporelles. Il va complètement scanner son corps, être en hypervigilance sur la moindre sensation corporelle qui, pour lui, est associée à l'attaque de panique. Pour lui, tachycardie égale attaque de panique, étouffement égale attaque de panique. Et il en oublie qu'en fait, finalement, c'est une physiologie qui parfois est juste naturelle. Le cœur s'accélère quand on court ou quand on a peur. On a chaud dans certaines situations. D'accord ? Donc il y a une hypersensibilité aussi aux lieux, aux événements, aux situations, jusqu'à provoquer ou pas une agoraphobie. Le trouble panique peut donc donner lieu à un trouble panique avec agoraphobie ou un trouble panique sans agoraphobie. L'agoraphobie, c'est quoi ? C'est une anxiété qui est liée au fait de se retrouver dans des lieux ou des endroits, des situations où le sujet risque une attaque de panique. Dans ce cas-là, c'est s'il y a un trouble panique avec agoraphobie, ou bien des endroits où il pourrait être difficile de s'échapper et de trouver du secours. Donc autant dire, si vous avez un trouble panique avec agoraphobie, vous avez peur de déclencher des attaques de panique et donc de ne pas être secouru et de vous retrouver dans des endroits où vous pouvez être piégé. Si vous avez un trouble panique, une agoraphobie simple, vous allez avoir peur des endroits où vous pouvez vous retrouver piégé et ne pas vous échapper et donc vous retrouver sans secours possible, ou alors la peur d'avoir les secours qui viennent vous chercher devant tout le monde. Voilà. On va retrouver des comportements d'évitement, d'échappement, ce qu'on appelle des contraphobiques. Contraphobiques, vous aurez quelques exemples dans la slide qui suit, et puis des comportements de réassurance. La personne agoraphobe va se mettre à éviter donc des situations, des lieux, des endroits, parce qu'elle en a peur, parce qu'elle associe la situation soit donc à une attaque de panique, soit parce qu'elle a peur de ne pas pouvoir s'échapper.
Donc on va retrouver tout un tas de situations dans les grands magasins, faire la queue, l'autoroute, la conduite, les ponts, les tunnels, l'ascenseur, le concert, les rues. Attention à ne pas faire une erreur avec les phobies. Hein, moi j'ai souvent des personnes qui me disent mais l'ascenseur, vous confondez avec la claustrophobie. Non, c'est pas la même peur. Hein. L'agoraphobie, on peut très bien faire de l'agoraphobie dans l'ascenseur parce qu'on a peur de ne pas pouvoir s'échapper. Alors vous avez ensuite voilà, tout un exemple de situation, de comportement de réassurance ou de contraphobie. Voilà, vous pouvez peut-être mettre la vidéo en pause et regarder calmement. Je vous en donne quelques-uns. Voilà, le fait d'être accompagné. Alors ça c'est... Voilà, je prends la voiture, mais j'ai quelqu'un à côté de moi, ou je vais faire une marche, mais j'ai quelqu'un. Je vais m'accrocher fermement à mon caddie. Je vais ouvrir la fenêtre pour respirer. Je vais mettre la musique dans la voiture. J'ai toujours sur moi mon anxiolytique ou mon portable au cas où. Je vais calculer tout le trajet. Voilà, je vais tout prévoir à l'avance. Je vais anticiper. Voilà, regardez tout ça tranquillement. Alors, je vais maintenant vous parler de la prévalence des comorbidités. L'attaque de panique a une prévalence à vie de 15%, ce qui est quand même beaucoup, et ça peut commencer dès l'enfance. On a des enfants qui, à l'âge de 7-8 ans, peuvent commencer les attaques de panique. Et forcément, ces petits bouts de chou ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne vont pas forcément la vivre comme l'adulte. Ils vont parler de mal au ventre, d'envie de vomir, voilà, de choses comme ça. Il y a le trouble panique qui a une prévalence à 3,5%. Et là, ce qui est quand même incroyable, c'est que certaines personnes vont attendre jusqu'à 7 ans avant d'être diagnostiquées. On estime que le trouble panique, en moyenne, il commence vers 29 ans. En moyenne, c'est-à-dire que ça va commencer entre 18 et 35 ans. Et le trouble panique avec agoraphobie ou l'agoraphobie seule s'élève à 6,7%. Donc, tout ça pour vous montrer que si vous souffrez d'attaques de panique, de troubles paniques et d'agoraphobie, vous êtes loin, loin, loin d'être un cas isolé. Même si au niveau social, c'est très compliqué pour vous, il y a des solutions d'abord, et puis vous n'êtes pas un cas isolé. Alors, ce qui est important surtout, c'est de faire un diagnostic différentiel pour voir s'il n'y a pas une comorbidité avec d'autres troubles. La comorbidité, c'est quand il y a plusieurs pathologies qui cohabitent. On peut avoir des attaques de panique avec d'autres troubles anxieux, c'est-à-dire dans la phobie sociale, dans les phobies spécifiques. La phobie spécifique des animaux, des hauteurs, on peut avoir des attaques de panique. Dans le trouble de l'anxiété généralisée, il peut y avoir des attaques de panique. Dans le trauma, forcément avec les résurgences ou des situations qui ressemblent fortement à celles du trauma, il peut y avoir attaque de panique. Il peut y avoir un état anxio-dépressif, donc on peut avoir un trouble de l'humeur, c'est-à-dire les dépressions, que ce soit dépression polaire ou bipolaire, avec des attaques de panique, donc troubles anxieux et troubles de l'humeur, avec des troubles de la personnalité, typiquement sur des personnalités évitantes ou borderline, et d'autres. Dans les TOC, qui sont un peu sortis maintenant des troubles anxieux, ils sont vraiment un cas à part. Alors, il ne faut pas confondre les TOC avec les comportements obsessionnels compulsifs, parce qu'on peut avoir de l'anxiété avec des comportements, ce qui est différent du vrai TOC. Moi, personnellement, je ne gère pas le vrai TOC, mais je vais gérer les comportements liés à l'anxiété. Et puis, certains états psychotiques. Au niveau des traitements allopathiques, donc les médicaments, alors je vais quand même en parler, même si forcément, moi, je privilégie la thérapie, mais force est de constater que parfois la thérapie ne suffit pas et qu'il faut une aide médicamenteuse dans les personnes qui ont des troubles très, très, très ancrés depuis plusieurs années et puis très intenses. Donc il y a d'abord les benzodiazépines, les anxiolytiques, que vous connaissez mieux sur le nom d'anxiolytiques, qui peuvent aussi servir d'hypnotiques pour dormir. Là, on sait que ça peut agir en 15-20 minutes. Le problème des anxiolytiques, c'est qu'il y a un risque de dépendance. Vous pouvez devenir accro, comme quand on arrête l'alcool ou le cannabis ou la cigarette. Les antidépresseurs, les gens sont toujours très surpris quand on parle d'antidépresseurs parce qu'ils vous disent « mais enfin, je ne suis pas dépressif, tout va bien pour moi, mais je suis angoissé ». Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, on traite l'anxiété aussi avec les antidépresseurs sur du long terme, sur le côté préventif, mais aussi sur du long terme, c'est-à-dire que il y a tout un tas d'antidépresseurs, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que ce n'est pas ma spécialité du tout, il y a des médecins et des psychiatres pour ça, mais nous on doit les connaître parce que forcément on demande quels sont les antidépresseurs qui ont été prescrits, quels sont les anxiolytiques qui ont été prescrits, et donc il y a tout un tas d'antidépresseurs différents
qui font leur effet, qui ont aussi tout un tas d'effets secondaires au démarrage du traitement et quand on a arrêté le traitement. Au démarrage, il peut y avoir des recrudescences quand même d'anxiété, il peut y avoir voilà, voilà, je pense qu'il ne faut pas forcément s'amuser à lire la liste des effets secondaires, sinon vous allez tous les avoir. Mais moi aujourd'hui, je trouve qu'il y a peu de médecins ou de psychiatres qui informent suffisamment des effets secondaires au démarrage et aussi des effets de sevrage, alors qu'il y en a, vraiment. Et puis, je voulais juste vous signaler que quand on apprend à travailler avec les TCC, on se rend très vite compte qu'une bonne respiration abdominale, j'ai mis ventrale là, mais abdominale, peut agir aussi vite et avec autant d'efficacité qu'un anxiolytique si on la fait correctement et surtout si on la pratique régulièrement. Parce que moi, je dis souvent aux personnes que j'accompagne, on ne va pas courir un marathon du jour au lendemain si on ne s'est pas entraîné avant. C'est pareil avec les crises d'angoisse. Souvent, les gens en fait commencent à travailler leur respiration, leur cohérence cardiaque, leur crise de calme, et puis quand tout va bien, hop, ils ne le font plus. Et puis au moment où la crise arrive, ils vont commencer à la refaire. Oui, il est trop tard en fait. C'est comme pour le marathon, vous n'avez pas entraîné votre muscle, vous n'allez pas être aussi agile, pas être aussi rapide, et ça sera moins efficace. Voilà, nous sommes arrivés à la partie thérapie avec les TCC, qui est donc ma spécialité, puisque moi je me suis spécialisée dans le stress, les émotions, le stress, l'anxiété, les troubles anxieux avec les TCC. Et donc voici ce que je vous propose. Alors je ne pourrais pas aller non plus dans le détail parce que ça serait long, mais ça va déjà vous donner pas mal d'éléments si vous voulez faire du self-help. L'objectif étant après de vous faire accompagner par un thérapeute si vous voulez avancer plus rapidement. Alors, en ce qui me concerne, il y a d'abord toute la partie questionnaire qui aide à faire des diagnostics. Moi, je ne suis pas habilitée à faire de diagnostic, mais le fait de faire passer des questionnaires, ça m'aide. Et si vraiment j'ai un gros doute ou une grosse certitude avant de faire la thérapie, je vais associer le médecin généraliste ou le psychiatre. Et parfois, c'est même d'ailleurs le psychiatre ou le médecin généraliste qui m'ont envoyé les personnes. Mais donc il y a tout un tas de questionnaires sur les symptômes, sur les sensations corporelles, sur les situations d'évitement, sur les pensées, sur les cognitions qu'on fait passer et qui nous permettent de nous dire bon voilà, là il y a un trouble panique, ou alors peut-être voilà, faut peut-être faire attention, il y a une dépression. S'il y a une dépression qui me semble être une dépression bipolaire, moi je renvoie vers un psychiatre parce que je ne gère pas toutes ces dépressions-là, de même que tout ce qui est certains troubles de personnalité et état psychotique. Voilà, d'état-là, et puis que je ne gère pas. Il y a toute une partie psychoéducation qui est très très importante et qu'on fait avec les personnes. À la fois, on explique c'est quoi une attaque de panique, que finalement, il n'y a pas de risque d'en mourir, que c'est surtout le système sympathique, donc système nerveux autonome sympathique qui se met en route, qui va entraîner une hyperventilation, qui va entraîner des sensations corporelles, etc., etc. Donc, il y a un gros travail de psychoéducation. Au niveau comportemental, la relaxation, c'est quelque chose qui a été identifié par les comportementalistes il y a très longtemps de ça. Le corps ne peut pas être à la fois tendu et détendu. Donc quand on a l'anxiété qui arrive, on va relaxer le corps, voire on va mettre aussi le corps en état de relaxation avant de faire peut-être des expositions dans des endroits qui nous font peur. Alors, il y a plusieurs façons de faire, soit on fait avec relaxation, soit on fait sans relaxation. D'ailleurs, de plus en plus, on fait sans relaxation. Mais la relaxation, on va quand même s'en servir pour la détente musculaire, que ça va, et puis ça active aussi le système sympathique. La respiration ventrale, la cohérence cardiaque, la crise de calme qui va activer le système parasympathique. Donc ça, on travaille dessus et il faut s'entraîner. J'ai des gens qui viennent me voir une fois et que je ne revois plus jamais. Je sais à l'avance que ça ne fonctionnera pas. Voilà. Parce qu'il y a tout un travail à faire qui est beaucoup plus global et holistique. Il y a toute une exposition interoceptive aux sensations corporelles les plus désagréables et qui vont déclencher les pensées et la crise. Qu'est-ce que ça veut dire, exposition interoceptive ? On va identifier avec vous les sensations qui vous laissent penser que c'est le début d'une attaque de panique. Pour certains, c'est les palpitations, la tachycardie. Pour d'autres, ça va être l'étouffement. Pour d'autres, ça va être encore autre chose. Et puis, on va exposer la personne à ses sensations corporelles. Si la personne, par exemple, a peur de la tachycardie,
on va lui faire des exercices où on va courir sur place ou des flexions pour que le cœur s'accélère, pour qu'elle puisse à la fois comprendre que c'est un symptôme qui est, enfin pas un symptôme, une sensation qui est normale, qui est physiologique, qui est tout à fait normale, et puis pour que la personne s'habitue et qu'il y ait un déconditionnement qui se fasse au niveau du cerveau, puisque le cerveau a créé un conditionnement. Et au niveau cognitif, on va travailler sur les pensées, parce que forcément, les pensées vont entretenir le cercle vicieux du trouble anxieux. Si je me dis, oh là là, ça y est, c'est reparti, je sens bien que mon cœur s'accélère, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mourir, je vais faire une crise cardiaque. Bah forcément, le fait de penser ça, ça va derrière engendrer encore plus d'anxiété et donc engendrer ce cercle vicieux. Donc on apprend à rationaliser les pensées avec une technique qui s'appelle la restructuration cognitive, qui est issue des TCC de deuxième vague, où on va rationaliser la pensée, c'est-à-dire oui, là effectivement, je sens bien que j'ai mon cœur qui s'emballe, peut-être que je suis en train de faire une angoisse, mais je sais que je peux maintenant la gérer avec ma respiration, je sais qu'elle ne va pas durer longtemps, et voilà, je suis dans l'acceptation de ça. La deuxième façon de traiter les pensées, c'est avec le stop pensée, on arrête de penser. Comment on fait pour arrêter de penser? On s'entraîne à la pleine conscience. Ça, ce sont les techniques de troisième vague. Et puis, sur tout ce qui est trouble panique avec agoraphobie, on va retrouver globalement la même chose que pour le trouble panique sans agoraphobie, mais là, en plus, il va y avoir toute la partie exposition aux situations qui font peur. Pourquoi exposition? Parce qu'on sait maintenant que le cerveau crée des associations, crée des conditionnements. Et quand effectivement vous avez eu une attaque de panique ou vous avez eu très peur avec des sensations corporelles dans la voiture, le cerveau a très vite fait de dire, alors là j'avais mis magasin, mais ça pourrait être voiture égale peur, égale panique, égale je ne prends plus la voiture ou je fuis. D'accord? Et le fait de répéter, c'est-à-dire moins vous allez prendre la voiture, plus vous allez éviter la voiture ou plus vous allez éviter le magasin, plus vous créez un renforcement au niveau du cerveau, parce que le cerveau se dit, c'est génial, en fait j'ai compris que quand je me sauve, je vais mieux. Donc on crée un conditionnement. Et donc le fait de s'exposer, on va donc créer un déconditionnement de telle manière à ce que le cerveau associe le magasin ou la voiture égale sécurité, égale je reste. Si vous regardez le petit schéma qui se trouve à droite, vous allez comprendre qu'il faut s'exposer régulièrement, de manière progressive mais régulièrement, de manière suffisamment longue pour attendre que l'anxiété redescende et pour apprendre à la gérer avec sa respiration. Donc on se rend compte qu'on a une première exposition où là l'anxiété est assez haute, puis elle va stagner, puis elle va redescendre. Mais si on arrête trop tôt, en fait on va entretenir l'anxiété puisqu'on n'a pas eu le temps quelque part de s'exposer suffisamment longtemps pour que l'anxiété redescende. Quand on reste suffisamment longtemps, on a laissé la place à l'anxiété pour qu'elle évolue, pour la gérer et la faire redescendre. Puis quand on va s'exposer une deuxième fois, l'anxiété sera moins intense, puis une troisième fois encore moins intense, puis une quatrième fois encore moins intense, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne petit à petit. Donc voilà pourquoi, plus je reste longtemps dans la situation et plus je répète forcément l'exercice, plus ma peur va diminuer. Donc j'espère maintenant que vous avez compris que plus vous fuyez la situation, plus votre cerveau a compris que quand je fuis, je retrouve un bien-être. Et donc il a créé un conditionnement. Plus vous allez affronter la situation, plus effectivement au début ça va être un peu inconfortable, mais si vous restez suffisamment longtemps dans la situation en pratiquant votre relaxation, en pratiquant votre respiration, vous allez voir qu'au bout d'un moment l'anxiété elle redescend. Et la prochaine exposition, elle sera moins intense, etc. etc. Alors, je vous ai mis 3, il y en a plein des livres, mais je vous ai mis 3 livres qui sont pour moi, qui sont appropriés à ce trouble. Alors, il y a forcément Soigner le stress et l'anxiété par soi-même de Dominique Servant. Et je vous encourage, moi, à taper Dominique Servant sur Google. Vous allez voir, il y a plein de livres qui vous permettent de travailler votre stress, votre anxiété. Alors certains sont plutôt pour les patients, d'autres pour les thérapeutes, donc faites attention. Celui que je vous ai mis, c'est bien pour les patients.
La peur d'avoir peur, c'est un très bon livre aussi qui va vous expliquer les mécanismes d'anticipation de la peur par rapport à la panique. Et puis il y a aussi Faire face aux paniques, comment vaincre les crises et l'agoraphobie. Voilà, ce sont 3 livres que je vous recommande, mais il y en a bien d'autres que vous pouvez acheter. Et puis voilà, je finis par une petite présentation, mais si vous me suivez maintenant depuis un moment sur YouTube ou sur Facebook, vous devez connaître mon parcours et mes spécialités. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, je voulais aussi dédramatiser un peu ce trouble qui est effectivement paralysant pour certains parce que très intense et très désagréable au niveau des sensations corporelles. Et pour l'agoraphobie, vraiment, on se prive d'une vie sociale, hein, on se prive et on passe un peu à côté de sa vie. Mais d'abord, vous n'êtes pas un cas isolé, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des solutions. Et quand on combine une solution allopathique avec une psychothérapie, on a beaucoup plus de chances, bien évidemment, d'en guérir. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez uniquement les médicaments, une fois que vous les avez arrêtés, peut-être que vous aurez traité l'angoisse, en tout cas le temps, peut-être qu'il y avait eu des facteurs psychosociaux, des divorces, des maladies qui vous ont créé de l'anxiété, et que là vous êtes revenu à un niveau, on va dire, de normalité, donc c'était normal. Mais vous n'aurez pas appris à développer des compétences. Et donc, vous n'aurez pas appris à gérer votre angoisse et votre anxiété. Et de telle manière que si elle revient un jour, parce qu'il y aura eu d'autres facteurs psychosociaux, comme un deuil, comme un licenciement, un burn-out, peu importe, vous aurez à nouveau peut-être une sensibilité et une vulnérabilité à l'anxiété et à ce trouble anxieux, et vous n'aurez pas appris à gérer. Donc, quelque part, le médicament, oui, mais il vient en fait mettre un pansement sur une plaie ouverte que vous n'avez jamais appris à soigner vous-même. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt.